Ok, je m'installe. C'est parti, mon chata. Je peux allumer ça aussi. On voit pas. Si. Ici. Non, on voit pas ici. Je commence là. Je la recoupe pas. C'est comme tu veux. Ok. J'attends une minute. Là, j'ai pas mis de musique. Moi, c'est pas grave. Ce sera de la musique après. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Beauté. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est parti pour une nouvelle analyse de conte. C'est une façon de déconstruire les stéréotypes qui sont injectés dedans et qui sont transmissibles aux hommes. Désolée, j'aime pas, c'est épuré. À chaque fois, c'est... Non, soit. C'est pas le sujet. Eh, maman. Alors, j'ai décidé de prendre le conte d'Hansel et Gretel parce que je trouve que Disney l'a un petit peu occulté. Disney l'a occulté et surtout il n'a pas été repris alors que il est intéressant ce conte. Et donc du coup j'ai d'abord réfléchi à faire une analyse contextuelle, et puis après donc, on fait la lecture du texte. Et en même temps que je ferai la lecture du texte parce que j'ai trouvé deux textes différents. Donc forcément ça a été... c'est un conte qui a été remasterisé par les frères Grimm. Toujours les mêmes. Et je viens de trouver pourquoi. Et donc voilà, j'ai décidé de partager ça. Et donc du coup, pour faire une analyse contextuelle, on va retourner à l'époque où est situé ce conte, c'est-à-dire dans l'Antiquité. Et j'ai décidé de l'affilier à un autre, à un mythe par contre. Et donc c'est le mythe d'Arachnide. Arachnide et Athéna. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Mais Arachnide, donc Arachné, c'est le nom, est une artisane qui tisse. C'est-à-dire qu'elle fabrique du tissu. Sa fabrication de tissu demande une certaine maîtrise. Comme je l'ai expliqué dans d'autres analyses de texte, c'est le double serpent. Le double serpent qui va apporter une protection, puisque à la base, le vêtement est censé apporter une protection. Et donc, il y a étant donné que j'ai fait de la couture, donc il y a ce double mouvement de haut en bas, ceci, et puis il y a le mouvement de droite à gauche. Et c'est avec ça que l'on constitue des tissus. Et puis ensuite, pour rassembler les tissus, il faut aussi ce même principe de couture. Que, en fait, la couture à la machine fait oublier que c'est un principe qui est hautement symbolique et que tous les peuples autochtones ont symbolisé par le double serpent. Et donc le mythe d'Arachné et Athéna donne des précisions sur la mentalité des peuples de l'époque. Arachné est une artisane, donc ça veut dire qu'elle fait partie de la caste des artistes. Donc un artiste, ce serait bien de leur définir, ce serait bien de redéfinir la chose. Vraiment. Mais de mon point de vue, un artiste est une personne qui perpétue et qui honore la création. Puisque c'est un créateur. Donc il va utiliser le principe du créateur pour créer lui-même. Donc, Arachné est une jeune fille qui connaît le secret de la création. Athéna, dans ce cadre-là, est forcément une personne descendante Yamnaya. Et puis vous avez tout le contexte géographique, la Grèce avec les peuples autochtones et puis ceux qui sont venus après.
Arachné est donc toute la région, cette région-là, donc de Méditerranée, connaissait la qualité artistique de cet artiste, artisane, de l'artisanat donc, et qui a rendu Athéna jalouse, qui est la déesse de la guerre, du savoir, des mathématiques, pour la Grèce antique. Donc on est bien dans le bon contexte, c'est l'Antiquité. Notion très importante, c'est une déesse qui est jalouse. Ça s'appelle un oxymore. Un dieu ne peut pas être jaloux puisque le dieu est entier, complet. Donc, une déesse qui est jalouse, tu te dis, elle a un problème. Et Dieu ne peut pas avoir de problème puisqu'il est, comment on dit, omniscient, omnipotent, etc. Donc, et là, tu vois que c'est bien une façon de reprendre quelque chose qui est antérieur à eux, mais qui ne maîtrisent pas bien, et heureusement pour nous qui ne le maîtrisent pas bien, puisqu'aujourd'hui, on peut débunker tout ça. Alors, donc il y a, je vais énumérer les symboles d'Athéna, donc ce que elle est censée représenter, et ses artefacts. Donc, c'est-à-dire, elle a un bouclier. Il y a le sceptre, il y a le serpent, il y a le hibou, donc un serpent ailé, qui fait office de bouclier. Un serpent qui a des ailes, c'est un serpent qui vole. T'as vu? Il y a le thème, donc ce sont les thèmes principaux. Donc il y a la jalousie, il y a la destruction d'habitat même. Il y a le thème du vêtement, parce que c'est une tisseuse. Et dans le tissage, on tisse des vêtements. On peut tisser des nattes aussi, donc des tapis. On peut tisser des cheveux, c'est-à-dire faire des nattes, des tresses. Ah, t'as vu? Il y a la tête d'une... Ben c'est comment? C'est Médusa? Non, Muse ou Médusa, je sais plus. Médusa, soit, je sais plus. C'est pas très important. C'est pas grave. Athéna, donc, est la fille directe de Zeus, puisqu'elle est née, elle est sortie directement de sa tête. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de maman. Ça, c'est pour l'Athéna qui est blanche. Parce que dans la réalité, c'est pour ça que c'est un mythe, hein, mythe de mythomanie. Dans la réalité, trouve-moi un être humain qui n'est pas sorti d'une maman. C'est un peu spécial. Ou alors, il y a eu usurpation ou, comment on appelle ça, travestissement de la réalité. Donc ça veut dire que, si tu veux mettre ça dans un contexte réel et réaliste, donc c'est une fille qui est née du jour. Zeus est le jour, il représente le soleil. Bah, quand il fait jour, c'est qu'il y a du soleil, chaton. C'est que le soleil est levé. Donc il y a un lien avec le soleil. C'est une déesse de la guerre, donc je dis, la déesse de la guerre, de la sagesse. La jalousie, c'est très sage. Putain, il y a un truc qui ne va pas. T'as vu? Déesse de la sagesse, de la connaissance, des mathématiques et de la guerre. C'est un peu spécial. Un peu spécial. Elle a une armure aussi, puisque je pense que dans le mythe, elle sort de la tête de Zeus en étant en armure et armée de son bouclier et de son sceptre. Spécial. Et donc, Arachné va donner le mot arachnide, qui est la famille des araignées. Donc des êtres qui possèdent 8 branches. Le 8 a une symbolique un peu particulière aussi, chouchou. Ben, le 8, c'est 2 carrés.
1, 2, 3, 4. T'en mets 2, t'en as 8. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ceci. Vous voyez ceci? Et effectivement, il y a bien 2 arbres. Et puis j'ai vu une vidéo où on voit, donc on a vu le temple, et on voit le temple de vue du bas, et on voit donc, donc vous voyez, donc les piliers des temples sont représentés avec la tête d'Hathor carrée, avec ses 4 faces. Donc elle est 4 faces, donc 1, 2, 3 et 4. Mais elle a 2 fois 4 dans le sens où il y a le carré, parce qu'elle est vue de face. Donc ça veut dire qu'on peut dire, il y a donc 4 plus 4, ça fait 8. Mais tu as 4 au carré, ça fait 16. Et le chiffre 16 est important. Parce que ce petit détail-là, vous voyez, c'est des petites spirales. On voit, hein, là, ces petites spirales donc, en forme de cheveux. Et donc, c'est son carré. Et le carré, c'est de l'air. De l'air, c'est un volume. Donc, elle est l'énergie qui pourrait peut-être avoir un rapport avec le volume. Maintenant, le mot volume, tu peux le mettre dans plein de sens différents. On arrive quand même à la même chose, hein, chouchou. C'est assez particulier. Et puis le chiffre 16, je connais un chiffre 16 qui est très connu. C'est 1,618, qui est la constante de la spirale universelle. Et là, on est dans l'arithmétique. Les suites arithmétiques qui va donner les volumes des triangles, etc. Qui va donner la suite de Fibonacci, qui est un rapport entre, c'est l'addition de 2 nombres qui se suivent, qui est la constante universelle de la spirale. Et elle est les deux. Elle est l'infiniment grande et l'infiniment petite. C'est à tort. Et on va expliquer, on va détailler tout ça. Parce que tout est logique. Bon, je continue. Parce que là, j'ai commencé à m'écarter de mon canevas. Donc, il y a donc la jalousie, donc déesse guerrière, donc l'armure, l'araignée du coup, et le liquide. Le liquide devient très intéressant. Parce qu'un liquide a une structure atomique très particulière. Et un comportement très particulier aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez du superfluide que représente l'hélium. Donc, c'est-à-dire que il introduit le monde quantique. Donc, elle est les portes du monde quantique. L'hélium, quand tu consommes de l'hélium, tu as tendance à être un peu euphorique. Quand tu es euphorique, tu fais quoi? Tu souris. Hathor, elle fait quoi? Elle sourit. Elle a ce petit sourire en coin là. T'as vu? Je connais quelqu'un d'autre qui utilise la spirale et le sourire et qui en a fait une œuvre apparemment qui serait... C'est pas Léonard de Vinci? C'est ça le secret de Léonard de Vinci? Mais c'est encore un autre sujet. Mais là, on est dans le Moyen-Âge. Mais là, on va rester dans l'Antiquité. On est encore un petit peu avant tout ça. Donc, en gros... Enfin, voilà quoi. Donc, on va continuer. On va rester sur le liquide et l'araignée. Pourquoi? Parce que l'araignée, elle est constituée de liquide. Son corps est liquide. Et elle a un exosquelette. C'est la particularité de l'araignée. Et cette particularité fait que quand tu vois une araignée, tu vois l'araignée sur le mur, elle fait quoi? Elle n'est pas soumise à la gravité. Donc elle fonctionne un peu comme un superfluide.
qui n'est pas soumis à la gravité et aux lois physiques. Parce que la gravité, c'est les lois physiques. Ce sont les lois qui régissent la matière. Elle n'en est pas soumise, l'araignée. C'est pour ça qu'elle peut grimper sur les murs, avoir la tête à l'envers, etc., etc. Donc du coup, il faudra chercher un peu, parce que même moi, là, c'est ma limite. Il faudrait que je cherche un petit peu plus loin. J'ai capté ça maintenant, et je trouve ça très intéressant. Et alors, un exosquelette. Je me suis renseignée sur ce qu'était un exosquelette. L'exosquelette, en fait, c'est une armure. Et l'araignée a aussi cette particularité, mais qu'elle mue par cet exosquelette. Cet exosquelette va avoir ce mécanisme de transformation, de une mue. Mue qui vient de mutare, qui veut dire un changement. Donc, elle est l'énergie du changement. Et au niveau, et tout, en fait, tous les êtres muent. Mais à différents niveaux. Il y a la mue qui est génétique, il y a la mue qui est de l'ordre du physique et donc de l'ordre du nucléaire. Et puis, vous avez la mue au niveau biologique, qu'on appelle le renouvellement cellulaire, qui a lieu tous les X temps au niveau du corps humain, où toutes les cellules de votre corps vont être renouvelées pendant un certain laps de temps. Et il y a aussi cette mue au niveau, donc cette partie dure qui est des cuticules, par exemple. Là, ici en esthétique, on peut parler de la mue. Et le cuticule, il a une forme, en fait, je sais pas le mot, je vais pas rentrer là-dedans parce que je suis en train d'étudier un autre truc là, mais qui est lié avec ça aussi. Mais je vais pas rentrer dedans parce que ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ce changement au niveau cellulaire, ce renouvellement cellulaire, est possible uniquement grâce aux mitochondries. Et là, tu comprends où je veux en venir. Donc, ça veut dire qu'Arachné a cette particularité qu'apparemment une déesse n'a pas. Ah ouais, forcément. Elle n'est pas noire, en tout cas. Cette Athéna-là n'est pas noire. Pourquoi tu es jalouse? Tu es censée être parfaite si tu es divine. Pourquoi tu vas jalouser celle qui, finalement, doit se renouveler sans cesse? C'est un peu particulier quand même, hein? Je sais pas, je pose les questions là, je dépose celle-là, les gens réfléchissent par eux-mêmes. Et donc, du coup, l'araignée a cette particularité aussi, c'est que donc il y a différents types d'araignées, mais donc il y a les araignées qui construisent des toiles et les araignées qui ne construisent pas de toiles. Les araignées qui construisent des toiles, elles ont une particularité parce que, en fait, elles créent leur propre habitat. Elles vivent sur des toiles. Mais la toile, elle sort d'où? De son corps, de son propre corps. Donc elle crée sa propre maison. Et elle vit dans sa propre maison. Et vu que l'araignée est constituée de manière interne de liquide, on peut parler de substance, donc d'un liquide. Mais qui va avoir cette particularité d'être durci une fois en contact avec l'oxygène. La mitochondrie fait pareil avec le corps. Vous avez un squelette. Et votre squelette est solide. Votre squelette est solide grâce à l'effet plasmique de la mitochondrie. Puisque votre os, il est constitué de sang. Le sang, c'est liquide. Alors comment ça se fait qu'il devient dur? Grâce à la mue. C'est pas ce qui se passe? Il y a même les papillons, et en fait tous les êtres vivants se muent. Même le soleil, puisque le soleil est un liquide, puisque c'est un plasma. Mais il a son cœur qui est solide. Mais c'est encore plus compliqué, je ne vais pas rentrer dedans parce que ce n'est pas le sujet non plus. Mais
Donc du coup, il y a toute cette histoire-là d'Arachné et Athéna ont un lien avec le plasma. Et le plasma, c'est l'énergie qui crée le soleil, puisque le soleil est un plasma. Et c'est aussi le mécanisme, on peut plus parler de phénomène, c'est un phénomène qui crée aussi la magnétosphère. Puisque le cœur de la Terre, qui est liquide, va créer une énergie qu'on va appeler le magnétisme terrestre. Et ce magnétisme terrestre va créer ce qu'on appelle la magnétosphère. Et c'est un phénomène qui protège la vie. Ça se tient, hein? T'as vu? Le plasma, c'est costaud, chouchou. Et donc, du coup, ça a aussi un lien avec la vibration. Qui dit magnétisme, dit vibration. Et les araignées aussi ont cette capacité de communiquer par vibration. Ils font vibrer leur toile comme ça, là. C'est un peu spécial. Et donc, on retourne sur le liquide. Le liquide a un comportement très particulier et permet à d'autres entités, donc des atomes, à avoir des comportements particuliers ou des mutations particulières. Puisque quand on parle de chimie, qu'elle soit nucléaire, organique ou cristalline, minérale plutôt, il va être question d'une organisation particulière dans un milieu aqueux, dans un liquide. Donc c'est important d'étudier comment se comporte un liquide. Et en plus, il est extrêmement conducteur d'électricité. Et l'eau a sa forme plasmique. Et aussi. Et l'eau, donc la structure atomique de l'eau, enfin de la molécule d'eau, va être ordonnée comme de manière cubique. Oh tiens donc, t'as vu? De manière cubique. Et donc ici, ça fait référence au système cristallin. Attends que le train passe. Hop là. Donc de manière cubique. Donc le système cristallin. Et on peut l'observer puisque la réaction, donc le fait de faire chauffer de l'eau, donc d'apporter un rayonnement, comment on appelle, de chaleur thermique, donc qui va émettre de l'infrarouge, qui est une vibration, une onde, va donner une structure particulière qui va créer du sel, par exemple la molécule NaCl. C'est sympa quand même. D'où le fait du symbole du sel quand vous faites des rituels de protection. Ils mettent ça souvent dans leurs films, là, genre tu veux te protéger des mauvais esprits, des démons, tu dois faire des cercles de sel. Le cercle de sel, c'est le carré et le cercle. C'est tout. C'est tout. Et donc, on en revient au thème d'Arachné, au thème du mythe. Et donc, du coup, je termine le conte, enfin, pas le conte, le mythe, là, par contre. Donc, le mythe, c'est Athéna est jalouse d'Arachné, donc elle la défie. Un concours de tissage, et c'est Arachné qui gagne. Incroyable. Elle gagne, genre, soit. Donc c'est un dieu qui n'est pas très puissant, du coup. Venant d'un simple mortel, c'est bizarre quand même. Et donc, Arachné gagne le concours, donc elle gagne le défi, et Athéna, furieuse de jalousie, la transforme en araignée et la maudit de façon à ce qu'à chaque fois qu'elle va se construire une habitation, donc se faire sa toile, elle va détruire cette toile. Et donc elle sera perpétuellement obligée de reconstruire sa toile. Et ça, c'est très important, parce qu'un dieu qui fait ça, c'est quand même assez spécial. Déjà, tu perds contre un humain, c'est que t'es pas fameux. Hein?
Et donc, du coup, ça m'amène à ce symbole que représente cette fameuse Athéna, qui est jalouse, parce que l'attribut spécifique d'un autre dieu qui est jaloux, c'est Seth. Seth est jaloux. Et c'est parce qu'il est jaloux qu'il fait ce qu'il fait. Elle est jalouse. Et elle va utiliser la guerre, donc l'énergie guerrière, pour pouvoir la détruire. Donc ça veut dire que partout où elle se trouvera, elle ira lui faire la guerre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le processus qui peut être observable encore aujourd'hui. Partout où il y a eu des peuples qui maîtrisaient l'art ancestral, on n'est pas venu leur faire la guerre, détruire leurs habitats. Ça veut dire quand même quelque chose. Donc c'est pas si mythomane que ça. Ça informe de quelque chose. Et pas dans la direction qu'on voudrait vous emmener. Et donc, Athéna représente la Yamnaya qui débarque en Europe. Et qui est jalouse des peuples qui sont déjà là-bas. Et qui sont noirs. Parce qu'elle ne peut pas faire comme eux. Autant qu'eux. Aussi bien qu'eux. Donc elle leur fait la guerre. Elle détruit leurs habitations. Ces gens vivaient en harmonie avec la nature. Il faut savoir qu'à l'époque, en Europe, il y avait full forêt. Full. Et là, tu commences à comprendre pourquoi je veux parler d'Hansel et Gretel. Tu vas voir. Donc, la femme Yamnaya est jalouse. Parce que les peuples autochtones, partout sur la terre, ayant pour déesse mère la nature, comme un enfant qui doit grandir, va copier sa maman. Et donc, copier sa maman, c'est reproduire tout ce qu'elle lui montre comme étant le modèle à avoir. Et le patrimoine se transmet de la mère à l'enfant. C'est même le culte de la mère et l'enfant qui est le culte premier de tous les peuples autochtones. Donc le patrimoine se transmet, donc le matrimoine se transmet de la mère à l'enfant. Et donc la femme Yamnaya, elle a rien. Elle n'a pas ce patrimoine. Tu vois où je veux en venir? D'où le fait que son époux, l'homme Yamnaya, va s'installer en Europe en tuant les garçons et en s'accouplant avec les filles. C'est pas moi qui le dis, c'est la génétique. Des peuples qui étaient déjà sur place vont prendre leur habitat et donc du coup ça va pousser les peuples autochtones à créer un autre habitat. C'est ce que j'ai expliqué avec les 3 petits cochons. Et ils sont protégés d'une énergie qui est invisible. Le phénomène de la physique des plasmas est une énergie qui est invisible. Au même titre que la gravité est une énergie invisible. Sauf que l'un va engendrer l'autre et l'un ne concerne que la matière et l'autre concerne tout ce qui est. Donc, cette femme Yamnaya que moi j'ai symbolisée par la grise, celle qui n'émet aucune lumière, et ce qu'on pourrait appeler la femme extraterrestre, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas de cette terre-là, mais qu'elle vient peut-être s'approprier cette terre-là, puisqu'elle s'approprie une terre puisqu'elle n'en a pas de base. C'est ce que représente Seth. Seth n'a pas de royaume. Un royaume, c'est un territoire. Et Seth n'a pas de royaume. Et si tu es jalouse, si tu es dans l'énergie de la jalousie, si tu es dans la vibration de la jalousie, c'est que tu représentes Seth. Et je vais préciser, quand je parle de la femme Yamnaya, la grise, je ne parle pas de toutes les femmes qui sont blanches. Et les femmes qui ne sont pas grises ne représentent pas toutes les femmes qui sont noires. Parce qu'il y a des femmes qui sont noires, qui n'émettent aucune lumière,
Et il y a des femmes qui sont blanches qui émettent de la lumière. Il va falloir trier. Et ce qui peut permettre de les trier, c'est le comportement et l'intention. Elle a une énergie de jalousie. Et elle veut prendre la place de quelqu'un d'autre. Puisque, en tant qu'artisane, la pionnière, celle que tout le monde connaît et respecte, c'est Arachné. Donc elle veut prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est tout. Donc cette grise, jalouse, caractéristique principale de trait de caractère, n'a aucun matrimoine. Et donc les peuples premiers sont matrimoniaux, puisque c'est dans la continuité de ce que la nature nous apprend. En tout cas, du point de vue de la mitochondrie. Parce que la mitochondrie, ce qui te permet de faire ta mue, se transmet de la mère à l'enfant. Donc si tu as une fille, tu as une chaîne discontinue. C'est ça qu'on dit? Non, une chaîne continue. Je sais pas, je sais même... Enfin, t'as compris quoi. Enfin, soit. Une chaîne qui ne s'arrête jamais. Voilà. Ça, c'est le patrimoine immatériel. Ou infiniment petit. Donc, j'ai parlé du système cristallin, je parlais du lycéen. Et donc le sel, énergie protectrice, à tort, c'est quoi ses attributs? Elle protège les vivants et les morts. Et le système cristallin nous apprend qu'il y a un réseau qui s'appelle le réseau de Bravais. Vous savez combien il y a de réseaux? Il y en a 14. 14 réseaux de Bravais. Je vous laisse faire le lien vous-même. Chouchou. Et j'en ai fini avec le conte d'Arachné et Athéna. Donc j'ai parlé des autochtones d'Europe, qui étaient des peuples qui venaient d'Afrique, qui se sont installés en Europe. Il y a suffisamment de preuves et de traces qui parlent de tout ça. Et je vais revenir sur Disney parce que on va débunker tout ce qu'ils font. Pourquoi ils n'ont pas repris ce conte? Parce que l'objectif, c'est... Parce que le conte avait une fonction sociale, c'est-à-dire structurer le mental des enfants. On n'est pas dans une possession, on n'est pas dans un disquettage du mental, donc c'est-à-dire de la neurocolonisation. Non, on est dans une structure pour faire grandir. Et c'est bien ce qui est l'énergie du plasma. Permettre la croissance. T'as vu? Ok. Et ils ont besoin de changer les codes que cette transmission orale a permis de protéger. Protéger la population qui était là et qui était en train de se faire envahir. Mais à un tel point que ils n'étaient plus capables de distinguer quoi, qui, quoi, que. Bah oui, si, parce que si tu deviens lui, si lui devient toi pour pouvoir t'infiltrer de l'intérieur, ce que j'appelle la première étape de la colonisation qui est l'insémination dans la population cible. Tu sais plus les distinguer. Donc il faut trouver des codes, un peu comme dans Walking Dead. Genre quand Rick, il posait des questions aux gens qui voulaient rejoindre leur groupe. Il leur posait genre 2-3 questions, mais très ciblées, qui permettaient de savoir à qui il avait affaire. C'est exactement le même principe. Les contes fonctionnent exactement de la même manière. Donner des codes qui permettent aux individus qui ont intégré de manière implicite le conte d'avoir des codes pour pouvoir voir qui est qui. Parce que l'ennemi est infiltré, finalement. C'est à peu près ça. Et c'est comme ça que fonctionne une colonisation. Première étape, c'est infiltrer. Et donc, du coup, du côté... parce que c'est le comportement du virus. C'est le comportement du virus. Le virus se comporte comme ça. L'humain, il va, dans un cadre colonial, il va faire des métissages. Et les métissages vont se faire des deux côtés, aussi bien des hommes que des femmes. Et Hansel et Gretel va parler du métissage fait par le côté de la femme Yamnaya.
Et donc, on va commencer à... Est-ce que je fais... Parce que là, je viens de faire l'introduction de ce qui se passe plus ou moins au niveau de l'Antiquité. Non, je vais faire ça tout de suite et puis après, je passerai à la lecture du texte. Donc, le conte, c'est Hansel et Gretel. Hansel, c'est le garçon. Il est donc l'héritage patrimonial de cette famille. Puisque le père est un artisan, il est bûcheron, donc il travaille le bois. Il va transmettre à son fils son savoir, et son savoir va lui permettre d'avoir un revenu qui pourra lui permettre de subvenir à ses besoins à lui et à ceux de sa famille. De cette connaissance, il va créer une maison. Il vit dans une maison en bois. Donc il peut créer son propre habitat. Je ne sais pas si tu as capté où je voulais en venir. Sauf que lui, c'est un homme. Donc du coup, mais on ne parle pas de la maison, on ne parle pas de la maman d'Hansel et Gretel dans le conte. Elle est nulle part, ou peut-être partout. Puisque le pouvoir se transmet de la femme à l'homme, tu comprends le lien. Elle est nulle part dans le conte, mais peut-être qu'elle est partout dans le conte. Et c'est un homme qui va construire sa propre maison. Grâce à son savoir, donc grâce à sa connaissance, la connaissance, c'est des codes. Mais qui va réussir à transmettre à son fils. Et donc son fils est son héritage. Patrimoine. Enfin, pas un héritage que tu acquiers, mais un héritage que tu vas donner. Tu donnes la prospérité à ton fils. Donc, si tu transmets un héritage, c'est que tu es riche. Donc la connaissance est une richesse. Et on est dans la période d'Antiquité, donc c'est cette période de royaume. Création de royaume. Je vais débunker là, les légendes arthuriennes, là, ça va être radical, mon ami et maman. Parce que j'ai compris beaucoup de choses. C'est grâce à ça, c'est grâce aux légendes arthuriennes que j'ai compris que les symboles de l'Occident n'appartenaient pas aux Occidentaux. Avant même de connaître le panafricanisme, l'afrocentrisme, parce que tu ne peux pas avoir le symbole du pouvoir féminin transmis à l'homme dans une société qui est patriarcale. Et c'est ça, du coup, qui est interpellant aussi dans le conte, parce que on dit que le bûcheron, donc le papa d'Hansel et Gretel, est pauvre. C'est même, je ne sais plus comment on appelle ça dans une analyse de conte, c'est l'élément déclencheur qui déclenche l'action dans l'histoire du conte. C'est sa pauvreté. Mais ici, là, je viens d'expliquer qu'en fait, il a tous les attributs d'une personne qui est riche. Pourquoi on dit qu'il est pauvre? Ça vous fait pas penser à quelqu'un, ou à un groupe de personnes, ou à un continent particulier? On dit qu'ils sont pauvres, mais ils ont tout ce qui est le symbole de la richesse. Oh tiens donc! Incroyable. Et là, tu commences à comprendre pourquoi Disney n'a pas réutilisé ce conte. Ah ouais, non, c'est trop flag. Trop flag. Trop flag. Dinguerie. Donc, j'avais fait un lien avec l'égyptologie, mais je le ferai peut-être plus tard. Là, si c'est pas important, là, c'est vraiment mettre le contexte et le décor du conte. Et puis, il y a Gretel, c'est la fille. Donc, la fille qui a sa maman qui n'est plus visible. Ici, je vais lire le conte pour essayer de relever les symboles qui sont repris par rapport à ça. Et donc, elle va représenter le patrimoine matrimonial. Enfin, l'héritage matrimonial. C'est-à-dire qu'elle, comme je l'ai expliqué, la mitochondrie se transmet de la mère à la fille. Mais si la mère des enfants, là, elle n'est pas là, elle a un patrimoine qui ne correspond pas au même patrimoine que sa belle-mère.
Tu vois où je veux en venir? C'est un peu comme Cendrillon, un peu comme Blanche-Neige, un peu comme beaucoup de princesses de contes. Elles n'ont pas la même mitochondrie, qui est aussi une richesse. Ah oui. Et la science occidentalisée est en train d'exploiter ça tellement bien qu'il y a le Coco-19, ils font des enfants, ils font des FIV, du coup avec des êtres qui ont 2 patrimoines mitochondriels. Hein? C'est comment on appelle ça, donc le patrimoine d'Orientalax, c'est, je ne sais plus le nom, qu'ils injectent dans le corps de tous leurs enfants. Parce que à chaque fois que vous allez dupliquer une cellule, à chaque fois que vous allez effectuer la mue, donc c'est-à-dire que vous allez remplacer, votre corps va remplacer une cellule de votre corps, elle va devoir se dupliquer. La duplication cellulaire se fait uniquement grâce à la mitochondrie. C'est-à-dire qu'elle va enregistrer, c'est un peu comme une photocopieuse, elle va enregistrer l'information et puis la dupliquer dans une autre cellule. Grâce à l'ADN ribosomique. Et donc là, on est dans les ARN. C'est la mitochondrie qui fait ça. Donc ça veut dire que le sapiens sapiens, du premier sapiens sapiens jusqu'à nous, les sapiens sapiens de 2025, qui vivent aujourd'hui, là, maintenant, on a le patrimoine informationnel du premier sapiens sapiens, qui est transmis dans chacune de nos cellules grâce à la mitochondrie transmise de la mère à l'enfant. Voilà pourquoi les peuples premiers ont le culte de la mère et l'enfant. C'est supra important comme information. Mais la belle-mère d'Hansel et Gretel, elle n'a pas ça, ce patrimoine-là. Et donc, qu'est-ce que va faire la belle-mère d'Hansel et Gretel? Je vais le lire. Je termine ma mise en contexte. Donc, ça se passe pendant l'Antiquité. Pendant la période de l'Antiquité, donc la période des royaumes, les enfants sont la richesse du royaume. C'est pour ça que tous les contes terminent par « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », qui dit prospérité sur le royaume. Les enfants sont la prospérité d'un royaume. Et aujourd'hui, de manière contextuelle, en 2025, ça s'appelle la démographie. D'accord? Donc ça n'a pas changé. Ils ont dû changer le mot, c'est tout. Mais ça veut dire la même chose. Donc le nombre de naissances qu'un peuple engendre. Et on voit très bien ce qu'ils font avec la démographie, comment il m'a dit. Oui, maman. Ils prennent les habitats, tuent les personnes qui sont capables de... Les stérilisations forcées, c'est quoi? On parle des mêmes personnes. Et le contexte donc, des royaumes, comme j'ai expliqué, c'est grâce à l'étude des légendes arthuriennes que j'ai compris ça, c'est qu'il y a 2 périodes de châteaux. Et là, on quitte l'Antiquité, on rentre dans le Moyen-Âge. C'est les sociétés matriarcales à l'opposition des sociétés patriarcales. Effectivement, ce qui fait la différence entre les deux, c'est quand les Yamnaya débarquent, parce que les sociétés Yamnaya imposent leur système social qui est patriarcal. Désolée. Et là, du coup, les enfants ne sont plus une richesse, mais deviennent des sujets avec lesquels tu peux tout faire. Ça ne fait pas penser à certains types de personnes encore aujourd'hui qui ont cette façon de penser? Et dans cette structure sociale de royaume patriarcal, donc de population Yamnaya, les gens sont du sujet. Quand tu es sujet, tu n'as aucun droit, tu es un serf. Ta maison ne t'appartient pas. Elle appartient à ton seigneur. Tes terres que tu travailles ne t'appartiennent pas. Elles appartiennent à ton seigneur.
Et la richesse d'un royaume est son nombre de sujets, donc c'est-à-dire sa capacité à engendrer de la richesse. Oh tiens, donc ça fait penser à quel système d'individus? Je crois que le système, il n'a pas changé. Hein. Aujourd'hui, on appelle ça PIB. C'est tout. Mais dans le conte d'Hansel et Gretel, lui, c'est un artisan, qui est une caste différente, puisqu'ils engendrent de la richesse et se transmettent la richesse de père en fils. Bah, ouais, t'as vu? Le mot, bah oui, et voilà. C'est peut-être pour ça qu'il est pauvre. Ouais, je dis, en fait, moi, les contes, pour moi, c'est vraiment la trace archéologique du grand remplacement qu'il y a eu en Europe par les populations Yamnaya. Et de comment les peuples ont résisté pour s'en protéger. Et donc un artisan, lui, avait la possibilité d'accumuler des biens. Ce qui va donner par après la caste des bourgeois, des nobles. Et puis après tout ce bordel avec les guéguerres monarchiques. Hein. Je suis en train de vous introduire. Hé maman, tu vois qu'on peut aller très loin avec un conte. Chouchou. Et donc au niveau géologique, donc voilà, donc un royaume c'est un royaume, donc il y a une enceinte. Et donc en fait, donc c'est comme j'expliquais au début. Donc les Yamnaya n'avaient pas de territoire. Donc ils se sont appropriés d'abord dans un premier temps le premier territoire des peuples premiers. C'est-à-dire des gens qui étaient en harmonie avec la nature, donc ils vivaient dans la nature. Puis ces gens débarquent, ils sont obligés de s'en protéger. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire des châteaux, des temples. Non, même, je pense que les temples étaient même là avant. Parce que les temples, les premiers temples construits n'ont pas de porte. Et c'est ce qui explique les 3 petits cochons aussi, chouchou. C'est tout. Donc ils ont été obligés d'être ingénieux pour pouvoir se protéger. Et c'est ce qui va donner aussi les arts martiaux. Hein. Les arts martiaux et la philosophie qui en est liée étaient une façon de se protéger de ces peuples-là qui n'ont aucune moralité. Eux, ce truc-là, ça rentre pas. Ça passe pas. Et donc, c'était ça donc la question. Donc, pourquoi le daron est pauvre? Puisque même dans un sens matriarcal ou dans un sens patriarcal, il est censé avoir un patrimoine puisqu'il est bûcheron. Il travaille le bois, qui est super important dans les royaumes d'avant. Parce que du bois, c'est naturel. Donc, tu es toujours dans cette relation avec la nature. Je vous explique, et ça explique aussi un peu pourquoi les forêts en Europe, elles ont vachement disparu, en même temps que les bisons. Et la preuve, il y a un artefact, et je pense que c'est pour ça que Disney n'a pas repris ce conte de manière visuelle, télévisuelle. C'est parce qu'il y a des artefacts qui prouvent ce que je suis en train d'expliquer là. Dont un tapis qui se trouve dans une banque, ou je ne sais pas où, aux Pays-Bas, où on voit des blancs en peau de bête, donc, qui essayent de s'habiller mais qui ne savent pas s'habiller. Hein? T'as vu? Ils ont copié mais ils n'ont pas bien compris le truc, donc c'est pas trop ça. Qui sont en train d'envahir, donc ils sortent des forêts, donc l'endroit où ils vivent, ou l'endroit, la maison qu'ils ont prise, première maison qu'ils ont prise, puisque la maison du premier petit cochon, je crois qu'elle est en paille. T'as vu? Puis en bois, et puis en béton. C'est ça, hein? Les 3 petits cochons. Qui envahissent, donc ces personnes blanches, envahissent les châteaux qui sont gouvernés par des personnes qui sont noires. Ça existe, mais c'est pas mis au public. Il y a la chaîne, l'antenne d'Ismo qui a fait qui a fait un reportage, qui a fait une vidéo dessus. C'est clair. Donc le narratif que je suis en train de vous donner est juste. Et les 3 petits cochons, eux aussi, c'est très juste. Et ils chantent et ils dansent, mon ami. Cette énergie invisible, déesse de la musique et de la beauté.
quand tu fais de la musique, tu chantes et tu danses. Et aussi, ce qui est aussi très important, c'est que par rapport à l'araignée, les lignes de force magnétique, en tout cas celles de la Terre, représentent une araignée. La magnétosphère. Donc, le lien avec le soleil, c'est que c'est une énergie qui protège. Un bouclier, c'est quoi? Heureusement qu'ils n'avaient pas compris, hein, ces gens, putain. Dinguerie, quoi. On n'aurait rien retrouvé. Ils avaient... Les Yamnaya de l'Antiquité n'avaient pas compris les symboles. Et c'est même ça, comme je vous l'ai dit, le loup, c'est un symbole. Le loup-garou, c'est un symbole. C'est le loup qui devient un monstre au contact de la lune. Et on ne parle pas de la lune ici et là. On parle du symbole. Et des lunes, c'est quoi? L'énergie des règles, le sang. Et quand et c'est une personne, donc c'est un monstre qui de jour est un homme comme les autres, donc indétectable. Mais dès qu'il est en contact avec cette énergie-là, l'énergie de la lune, version masculine, voilà pourquoi Khonsu est représenté par un enfant et par un homme adulte. Je vous laisse deviner qui utilise l'énergie de la lune, mais sous forme énergie du masculin, et observer ce qu'ils ont fait dans l'histoire. Donc, Hansel et Gretel, les petits cochons, donc les contes ont bien ce marqueur temporel de l'histoire de l'évolution des peuples d'Europe. La conquête des royaumes et des châteaux par les Yamnaya. Et, bon, c'est pas grave, c'est pas une question de spoiler ou pas. Moi, ce qui m'a interpellée vraiment au début, parce qu'au début, je pensais même que c'était la maman d'Hansel et Gretel. Mais en lisant un petit peu, j'ai pas lu tout, hein, le texte, comme ça, on fait ça ensemble de manière très distancée. Dinguerie. C'est la belle-mère, donc, qui arrive à convaincre le mari, qui ne veut pas abandonner ses enfants, d'abandonner les enfants. Et en fait, je vous ai expliqué tout ça, pour que vous compreniez. Elle demande à son homme d'abandonner son patrimoine le plus élémentaire. Mais c'est pas pour rien qu'elle fait ça. À ton avis, pourquoi? Elle le fait pour que ce patrimoine lui revienne à elle. Et ce sont des comportements qui sont encore observables aujourd'hui. T'as vu? Ah ouais, hein? Et sa première idée, c'est de demander à son mari de déposer les enfants dans les bois. C'est pour ça qu'il fallait faire de poser le contexte, poser le décor, pour que vous puissiez comprendre ça. Quand elle demande à son mari de déposer les enfants dans les bois, alors qu'il rôde des loups, le loup, c'est un symbole. Il y a une fille et un garçon. Le garçon, il va se faire bouffer. Il va servir d'amuse-gueule. Et la fille, soit. Donc c'est une personne qui n'appartient pas à cette société-là, qui demande à son époux de se débarrasser de ses gosses, alors que ses gosses, c'est sa richesse. Pour qu'elle puisse hériter de tout son patrimoine. Hein? C'est le mariage, hein? C'est les lois du mariage, 7 ans. Puisqu'à l'époque, le divorce, ça n'existait pas. Et puis surtout, sa fille, puisque le patrimoine se transmet de la mère à l'enfant, tant que sa fille est dans les parages, elle lui rappelle qu'elle est illégitime dans ce qu'elle possède. D'où le fait que Blanche-Neige, sa belle-mère, demande de bouffer son cœur. On est dans du cannibalisme.
le vrai. Et c'est exactement ce qu'ils ont réellement fait. Ils cachent l'information, mais moi j'ai déjà lu des articles où ils trouvaient des fosses de squelettes qui avaient été dévorés. Hein? Et puis on sait ce qu'ils ont fait avec les momies des Égyptiens. On parle des mêmes personnes qui ont fait exactement la même chose. L'Égypte a été infiltrée en apportant des petites au pharaon. On parle d'un même groupe de personnes. Et puis donc, dans le conte, les gamins qui avaient entendu cette vieille-là, cette belle-mère préparer tout ça, arrivent à trouver le jeu. On va lire le texte, hein, pas de souci, mais ils arrivent à retourner chez eux. Et en plus, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'ils sont intelligents, les enfants. Ça veut dire qu'ils ont un patrimoine aussi. L'intelligence, c'est un patrimoine. Et comment ça se prouve? Parce qu'on parle beaucoup de neurosciences. Mais les neurosciences, c'est quoi? La compréhension du mécanisme des neurones. Neurosciences, neurones. Et ton neurone, il fonctionne avec quoi? Quelle est l'énergie qui te permet de faire fonctionner tes neurones? T'as mitochondrie. Oh tiens donc, c'est bizarre. T'as vu? Et grâce à ce beau fonctionnement de tes neurones, ben, ton corps fonctionne bien aussi. C'est pas anodin. Franchement, c'est pas con. Donc, deuxième suggestion de la vieille sorcière, donc enfin la belle-mère, c'est de taper les enfants, donc une deuxième fois dans la forêt, mais en allant beaucoup plus loin. Pour être sûr qu'ils ne retrouvent pas leur chemin, les gamins. On va rentrer dans les détails, reprendre les symboles des détails. Hein. Mais là, c'est vraiment pour que vous visualisez bien là. Ce qu'il y a entre les lignes, ce que veut dire ce conte en réalité. C'est une dinguerie. Voilà pourquoi ils ont eu besoin de mettre des formes et de rendre visuel le conte. Pour que les gens soient liés à la matière et ne voient qu'à travers la matière et plus à travers les symboles. Le symbole est le premier langage. La première écriture. Quand vous lisez la lecture, ce sont des lettres qui sont assemblées en mots, les mots qui sont assemblés en phrases, ce sont des codes. Les symboles sont des codes. Beaucoup de gens ont oublié ce principe. Vraiment. Dinguerie. À tous les niveaux. Et les premiers créateurs des symboles, mais c'est la nature elle-même, chouchou. C'est tout. Pas besoin d'inventer, hein. Tout est déjà fait. Parce que les mamans, elles prévoient toujours tout à l'avance pour ses enfants. Non, peut-être. Et donc, les enfants sont paumés. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une vieille maison en pain d'épices. Et le pain d'épices, je vais me renseigner sur quoi? Le pain d'épices. C'est vrai que je m'étais dit, j'ai pensé à des sucreries. À du sucre, parce que le sucre attire. La nature, les fleurs, elles vont sécréter du nectar. Le nectar qui va attirer les êtres vivants à venir la butiner. Et maman. C'est vrai. Non, mais ça va aller. La nature est fabuleuse. J'adore. La meilleure des enseignantes, c'est la nature elle-même. C'est tout. Elle dit qui est qui fait quoi. Qui est utile, qui ne l'est pas. Et la nature n'aime pas ce qui n'est pas utile. Tout doit avoir une utilité. Tout doit être harmonieux et complémentaire. Si ça ne l'est pas, ben la nature s'en charge.
tout simplement. Et donc ils atterrissent. Je vais regarder le pain d'épices, c'est quoi? C'est de l'anis. Je sais plus. C'est quoi qui est fait? Je crois que c'est une maison en pain d'épices, hein, chaton. C'est une maison en pain d'épices, mais il faut se retenir le symbole principal qui est la cuisine. La cuisine, c'est la maîtrise de la température, qui est donc l'énergie thermique. Puisque l'énergie thermique va émettre un rayonnement infrarouge. C'est du plasma. Oh, t'as vu? Le plasma crée des soleils, donc des étoiles, et crée la magnétosphère, puisque c'est l'énergie électromagnétique. Il est où mon livre là? Je vais le reprendre, je vais vous montrer. L'énergie électromagnétique qui va donner naissance à l'énergie plasmique. Et l'énergie plasmique va créer, je vais vous montrer. Donc ici là, c'est donc du pain d'épices. Et il faut retenir que ce sont des symboles. Il ne faut pas voir la chose directement. Ce sont des symboles, donc des métaphores. Ouais, c'est du sucre, quoi. Le sucre, c'est du glucose aussi, hein. Ça veut dire quelque chose. C'est la nourriture que les végétaux créent pour se nourrir eux-mêmes et nourrir les autres aussi, parce que la combustion du glucose va créer de l'oxygène qui va te permettre de respirer et donc de créer l'atmosphère. Puisque l'atmosphère, c'est la dissociation ionique de la molécule de dioxygène qui va s'associer avec l'oxygène, la molécule d'oxygène qui est célibataire seule, on va dire, et qui va créer cette trioxygène, donc on va appeler ozone, et qui donc va créer l'atmosphère. Donc c'est une double protection. Et les cellules fonctionnent de la même manière. Vous avez la membrane cytoplasmique qui va délimiter la cellule, le royaume. Et puis après, vous avez la mitochondrie. Parce qu'elle est le feu. Vous avez 2 protections. C'est chaud. Et tout n'est que fractal. Donc ici, j'ai mon livre donc donc la physique, introduction à la physique des plasmas. Donc je vous montre, j'invente rien du tout. Donc ici, vous avez cette fameuse araignée, arachnée. Et ici, vous avez le serpent, qui est double, hein. C'est un double serpent. Et ceci, ça représente donc mais c'est la magnétosphère. En fait, la magnétosphère, c'est le double serpent. Et l'araignée, ce sont les lignes de force qui permettent de rendre visible cette force. C'est un peu plus complexe que ça. Et donc ici, vous avez donc l'énergie, parce que en fait, l'univers est constitué de 2 énergies. Les 2 serpents. Tout n'est que fractal. Vous avez l'énergie électromagnétique et puis après vous avez l'énergie noire. T'as vu? C'est pour ça. Je suis trop contente d'avoir étudié le symbolisme. Vraiment. Je crois que c'est une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie, c'est vraiment ça, quoi. Donc, le pain d'épices, c'est quoi Donc, le pain d'épices, les constitutions. Mais en fait, déjà, du coup, c'est une recette, hein. Composition, alors, du coup. Et la composition du pain d'épices, c'est fait à base de quoi? Donc, du pain, de la farine, de l'eau, du sel. Donc, il y a du pain. Bah, en fait, tu as de la levure. Donc, du coup, tu as de la levure. Mais là, du coup, ce sont des bonnes levures. Parce que toutes les levures ne se valent pas. On est bien d'accord. Donc, du blé. Donc, il faut de la seigle. C'est quoi ça? Non, mais la recette. Oh, tu m'emmerdes. Désolée. Donc ici, je vais mettre du pain d'épices ingrédients. Bah déjà des épices,
C'est une transformation. Ben oui, qu'est-ce qu'une épice, chouchou? Donc une levure, je vous dis déjà, hein, vous avez votre flore vaginale, et qu'est-ce qui constitue votre flore vaginale? Ce sont des levures. Là, ce sont les bonnes. Mais ces levures, elles sont à l'extérieur d'elles. Parce que cette vieille sorcière-là, chouchou, elle vit dans une maison où les levures sont à l'extérieur. Ton vagin, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Je te laisse deviner ce qui se trouve à l'extérieur. Les êtres humains qui ont cette partie de leur corps qui se trouve à l'extérieur de leur corps. Ça veut dire que son énergie est masculine. Donc c'est bien la grand-mère d'un Yamnaya. Cette vieille sorcière-là, de sa maison de pain d'épices. De manière littérale, une épice, c'est ça. Une épice, c'est quelque chose qui a été transformé. Une énergie transformée. Une énergie qui est naturelle. Donc ça veut dire que tu as la maîtrise et la connaissance de tout ce qui va être pharmacopée. Donc tout ce qui va être de l'ordre du végétal. Tu vas connaître c'est pour ça qu'on dit que c'est une sorcière. Parce que les sorcières, c'était un symbole aussi. Ça symbolisait les femmes qui connaissaient les lois de la nature pour guérir, soigner et entretenir et faire grandir. Et c'était des femmes qui avaient cette maîtrise-là. C'est pour ça que pendant l'Antiquité, ils en ont buté beaucoup. Ils devaient buter toutes celles qui avaient ces connaissances-là. Ce qu'on appelait la chasse aux sorcières. Ils les brûlaient. C'est la religion qui fait ça. Ah bah oui, parce que s'il y a quelqu'un qui peut prouver que ton truc là c'est de la dinguerie. Voilà. Donc c'était pas forcément des femmes qui étaient blanches. C'était des métisses et des noirs. Et ça, t'as pas de photos t'as pas de photo Facebook, t'as pas de publication Instagram pour te le rappeler. Tu peux jouer sur l'image, mais eux ils le savent. Donc, ça veut dire que tu maîtrises l'énergie du plasma. Tu maîtrises l'énergie des plantes, parce que les plantes fonctionnent de la même manière, effectivement. Et le pain, ce sont des levures. C'est la maîtrise de la fusion d'aliments. Parce qu'en chimie, il y a les réactions physiques. Oh, je ne sais même plus c'était dans quel chapitre ce truc-là. Donc vous avez les réactions réversibles et les réactions irréversibles. C'est-à-dire, une mutation, c'est une réaction qui est irréversible. Une fusion est une réaction qui est irréversible. Tu crois? Je ne sais. Par contre, la fusion thermonucléaire, je ne suis pas certaine. Ah non, c'est une réaction qui est réversible. Parce que l'hydrogène qui est devenu de l'hélium qui s'est aussi transmuté par la réaction triple alpha, va réussir à projeter dans un autre système stellaire ce qu'on appelle le trident, qui est un isotope de l'hydrogène, qui lui-même va redevenir un hydrogène avec l'isotope, donc de l'isotope de base, donc l'hydrogène qui a un électron, pour reformer un être, donc un astre, une étoile, on va dire, ça serait plus simple, qui va réenclencher la réaction thermonucléaire et donc créer un nouveau soleil. C'est le roi est mort, vive le roi. L'étape là qui est entre les deux là, c'est ce qu'on appelle le monde quantique. Ok, là j'ai fait, mais c'est un bourrage d'infos les gars. Je bazarde. Full info. Donc, cette vieille sorcière qui n'est plus à démontrer est la grand-mère des Yamnaya, qui a pris donc la place de cette habitation qui était la nature. Première étape de la colonisation, d'une colonisation, s'assimiler dans la population que tu veux coloniser. Tout simplement. Ensuite, c'est une cannibale, hein. Elle crée le sucré
Elle crée l'attirance, puisque c'est une belle maison, donc elle va utiliser la beauté dans de la prédation. C'est encore quelque chose qui est observable aujourd'hui. Hein. On reconnaît facilement les gens qui font ça. Les gens qui font ça sont des gris. Elle attire sa proie. Et les animaux donc le font aussi, l'araignée le fait aussi. Elle va attirer sa proie en faisant vibrer sa toile. Les plantes et les plantes à fleurs le font aussi à travers le spectre visible des couleurs et des formes qu'elles ont pour attirer spécifiquement tel individu plutôt que l'autre. Il y aura des plantes à fleurs qui vont plutôt attirer les abeilles, donc du coup elles vont créer du nectar. Je pense que... Non. Donc ce seront des individus qui auront... Non, plutôt les oiseaux, les papillons. Enfin voilà, faut rentrer dans le détail, mais en gros c'est ça. La forme et la couleur va te permettre d'attirer un tel type d'individu plutôt que d'autres. La nature te l'apprend. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est pas dans un but prédateur. Maintenant, la nature t'apprend aussi qu'il y a des plantes qui font ça. Ce sont les plantes carnivores. La vieille sorcière, elle fait quoi? Elle veut les bouffer. T'as vu? J'avoue que j'ai pas étudié les plantes carnivores, mais je les trouve quand même assez intrigantes. J'aimerais bien. Je sais qu'il y a une île. Genre, il y a des plantes carnivores super géantes. Le genre d'île qu'il faudrait peut-être pas aller. Je sais que ça existe, purée. J'ai vu un documentaire, mais purée, il y a trop longtemps. J'ai vu un documentaire qui parlait de ça. Ça existe. Ça existe vraiment. Dinguerie. Donc, là, les cannibales. Donc, voilà, le thème du cannibalisme dans les contes, c'est très récurrent. La Blanche-Neige. Cendrillon. Parce que là, on parle d'un cannibalisme qui est financier. Là, ici, c'est le titre. Dans Cendrillon, c'est le titre qui lui est usurpé. Puisque quand le prince cherche une épouse, ce sont ses deux belles-sœurs, enfin, ce sont ses demi-sœurs, belles-sœurs, demi-sœurs, enfin les filles de sa belle-mère qui vont se présenter à sa place. Mais si elles peuvent se présenter à l'invitation, c'est parce qu'elles font partie d'un certain castre de personnes. Mais ces filles-là n'en font pas partie. Pourtant, elles y sont allées et elles ont empêché Cendrillon d'y aller. Donc on est bien dans cette volonté de vouloir remplacer la légitime. Et ça aussi, c'est dans La Belle au bois dormant, ça aussi, par contre. Tu vois? Ils sont pas cons, ces gens. Dinguerie. Donc voilà. Le fameux cannibalisme, le cannibalisme. Mais aujourd'hui, en fait, maintenant, donc, ces populations-là ne sont plus cannibales physiquement, mais sont cannibales psychiquement. Puisque finalement, la négrophobie, c'est ça. Les micro-agressions, c'est ça. Quand vous agressez quelqu'un, vous le dévorez psychiquement. Quand vous harcelez quelqu'un, vous le dévorez psychiquement. La neurocolonisation, c'est manger psychiquement quelqu'un. Ils se sont juste adaptés. Parce que ça fait pas très conventionnel de manger le corps de quelqu'un, t'as vu? Et voilà. Et oui, aussi, j'ai terminé et je voulais dire que l'araignée a un double symbole. En Occident, elle va représenter l'énergie castratrice. Le conte de Hansel et Gretel le démontre bien. Puisque l'homme est censé apporter la protection. Et puis finalement, avec sa nouvelle épouse, il est finalement ce qui met en danger ses enfants. Comme Freud. Non, pas Freud. Qui dégage celui-là? Jung. Je préfère quand même. Il a été un peu plus honnête il a été plus honnête dans son analyse. Donc il appelait ça des archétypes. L'archétype de la déesse mère, l'archétype de la mère tout court, qui
en Europe, va représenter la très mauvaise femme, ce que va représenter le conte d'Hansel et Gretel. Qu'elle soit vieille ou jeune, c'est une très mauvaise femme. Et observez bien que ce sont 2 femmes qui n'ont pas d'enfants. Donc on parle de femmes qui ne font pas d'enfants. De qui parle-t-on? Qui préfèrent prendre les enfants des autres plutôt que de faire des enfants. De qui parle-t-on? La grise, quoi. Et donc, il va avoir ce côté où elle isole sa proie, quoi. Donc, elle va considérer le masculin comme étant une proie. Donc, ce sont des femmes qui ont des comportements masculins. Des femmes qui ont des comportements masculins. Et il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Moi, ce sont des comportements que j'ai beaucoup observés. Donc, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas cet attribut protecteur, ce que représente l'énergie féminine. C'est pour ça que les murs, les frontières d'un royaume s'appellent des enceintes. Parce que ce sont les enfants qui apportent la prospérité d'un peuple. Et donc, en Afrique, le symbole de l'araignée va représenter l'énergie, justement cette énergie de protection. Cette énergie de protection. Parce que les araignées qui ne font pas d'étoiles vont, quand elles vont faire leur œuf, avec tous leurs bébés là, dedans, elles vont porter cet œuf sur leur dos et vont se laisser dévorer pour nourrir leur progéniture. Elles se sacrifient pour leur progéniture. C'est pour ça qu'on ne voit pas la mère d'Hansel et Gretel. C'est pour ça qu'on ne voit pas la mère de Blanche-Neige. C'est pour ça qu'on ne voit pas la mère de Cendrillon. Et qui est le principe universel du vivant. Une cellule mère donne 2 cellules filles. Les 2 filles, elles sont pas avec leur mère. Le principe universel. Et ce processus-là, il existe grâce à la mitochondrie. Donc quand tu as de bonnes mitochondries, tu fais beaucoup d'enfants. Quand tu n'as pas beaucoup de mitochondries, tu fais peu d'enfants. Et quand, à défaut d'avoir de bonnes mitochondries, ce sont des bonnes mythomanes. Sur ce, je vous laisse et on va passer à la lecture.